Rembrandt van Rijn, c'est-à-dire Rembrandt du Rhin, surnom qui fut donné à son père parce qu'il exploitait un moulin à Leyde sur le Vieux-Rhin. Pendant que ses frères étaient orientés vers les métiers traditionnels de la boulangerie ou de la meunerie, il fut lui dirigé vers des études classiques qui contribuèrent plus tard à sa renommée de peintre savant. Rembrandt est parfois considéré à tort comme l'inventeur du clair-obscur. À tort car d'abord, ses premières œuvres sont nimbées d'une lumière qui évoque davantage Hergesheimer que Caravage, car ensuite c'est bien ce dernier, mort 4 ans seulement après la naissance de Rembrandt, qui révolutionna cette technique datant des anciens Grecs. On parle d'ailleurs de caravagistes au sujet des peintres de la fin du XVIIe siècle, puis de pré-rembrandesques au sujet des peintres suivants. Ainsi Peter Lastman, qui avait fait ses classes chez Hergesheimer, accueillait-il Rembrandt et Jan Lievens à Amsterdam durant 6 mois qui s'avéreront déterminants, même s'il leur faudra ensuite un peu de temps pour s'affranchir de l'emphase chère à Lastman. De retour à Leyde, Rembrandt et Lievens fondèrent un atelier qui leur valut des commandes importantes, mais aussi nombre d'élèves, parmi lesquels Gérard Doux, qui fut en quelque sorte le premier disciple de Rembrandt. Si Doux n'a pas le génie de son maître, c'est tout de même du très beau travail, vous en conviendrez. En quelques toiles, Rembrandt prouva d'abord qu'il avait assimilé les leçons de Lastman, puis qu'il l'avait dépassé, allant à l'essentiel tandis que son maître continuait de se disperser dans l'anecdote. Assez rapidement également, il abandonna les tons acides hérités de Lastman pour une quasi-monochromie, un camailleux de rouge, de brun et d'or, comme si un feu de bois crépitait dans la pièce pour les scènes d'intérieur, comme si un clair de lune anéantissait tout distinguo entre les couleurs pour les scènes d'extérieur. La nuit, chez le jeune Rembrandt, tous les chats sont bruns et le peintre va conserver cette palette jusqu'à la fin. Quelques éléments isolés accrochant la lumière lui suffisent pour suggérer la magie, le mystère ou l'angoisse. S'il y a chez lui une certaine truculence qui peut rappeler Frans Hals, l'inspiration du peintre exceptionnel qu'il va devenir est déjà perceptible avec son goût pour les scènes tirées de la Bible. Elle constitue pour Rembrandt, c'est évident, le compendium incontournable de l'expérience humaine. L'étoffe des héros est un tissu de mensonges, ironisera plus tard Jacques Prévert, mais Rembrandt n'est pas de ce bois-là. Ils ont pour lui valeur exemplaire, et d'ailleurs il va chercher leurs traits chez les êtres humains qui lui sont le plus chers, ses parents, ses sœurs et ses frères. Regardez cette extraordinaire prophétesse Anne, qui représente en réalité sa mère lisant la Bible, et que je tiens pour l'un des plus beaux tableaux de l'histoire de la peinture. Le visage maternel, comme enluminé d'un or mat venu des pages même du livre, respire le recueillement et une compassion qui ne vient qu'avec l'âge. C'est d'ailleurs curieux, si le jeune Rembrandt, qui n'a en effet que 25 ans quand il produit ce chef-d'œuvre, semble fasciné par les visages parcheminés, creusés par les aléas de l'existence, ces modèles rajeuniront au fur et à mesure que lui-même prendra de l'âge. Rien à voir avec ses autoportraits, bien sûr, où il suivra sur son visage et sans concession les ravages du temps qui passe, mais nous y reviendrons bientôt. Sous le pinceau virtuose de Rembrandt, les membres de sa famille deviennent des archétypes du récit biblique, le prophète Jérémie ici, l'apôtre Pierre là, dans des décors réduits à l'essentiel ou qui semblent dater de la naissance de Mathusalem. Alors nous laisserons le mot de la fin au peintre Eugène Fromentin, contemporain de Delacroix. Seul Rembrandt était capable, écrivit-il, d'accomplir un tableau sur ce thème rigoureusement abstrait, la méditation.